Le tirage des ATP Finals 2023 est tombé. On retrouve dans le groupe vert Djokovic, Sinner, Tsitsipas ainsi que Holger Rune. Et dans le groupe rouge, Alcaraz, Medvedev, Rublev et Zverev. Et voici ce que je vois, Sinner et Djokovic qui sortent du groupe vert, Medvedev et Rublev du groupe rouge avec des demi-finales Medvedev, Djokovic et Sinner, Rublev pour une finale Sinner, Medvedev, la troisième de suite entre les deux hommes. Oui, tu ne rêves pas malgré ses 18 victoires consécutives, son 7e titre au Rolex Paris Masters, son 40e titre au Masters, son 4e petit chelem en prenant l'Open d'Australie, Roland Garros et l'US Open. Je ne vois pas Novak Djokovic triompher aux ATP Finals. Pour rappel, il n'a plus fait le doublé Bercy Masters depuis 2015 et certes, il a banalisé un petit peu cet exploit en le faisant 3 fois de suite en 2013, 2014 et 2015, mais quand même en 2015 c'était il y a 8 ans, il s'en est passé des choses même si le Serbe est toujours au top. Je vais te raconter comment je vois ces ATP Finals 2023. Les ATP Finals, c'est le grand dernier tournoi de l'année où on retrouve les 8 meilleurs joueurs de la saison. Le système est simple, il y a 2 poules de 4 joueurs où vont être séparés le numéro 1 et 2, le 3 et 4, le 5 et 6, ainsi que le 7 et 8, ce qui fait que chaque joueur va disputer 3 matchs. Les 2 meilleurs joueurs de chaque poule vont se qualifier pour les demi-finales. Le premier d'un groupe va affronter le deuxième de l'autre groupe. Et ensuite, c'est à élimination directe, forcément en demi-finale. Les 2 gagnants vont se qualifier pour la finale. Ce qui fait que c'est vraiment l'un des rares tournois où tu peux perdre des matchs et quand même à la fin de semaine soulever le trophée. Un sans faute peut te rapporter jusqu'à 1500 points, donc quasiment autant qu'un grand chelem, c'est pas rien. Là encore, un fait qui est propre au Masters, c'est par rapport à sa localisation qui va changer tous les X années. Avant, c'était à Londres, depuis 2021, c'est à Turin, et les 2 joueurs les plus titrés ne sont autres que Roger Federer et Novak Djokovic, avec 6 titres. Au niveau du palmarès, depuis 2010, on a Djokovic qui s'est imposé 5 fois, Federer et Zverev 2 fois, et Dimitrov, Murray, Medvedev ainsi que Tsitsipas 1 fois. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si la vérité qu'on a au Rolex Paris Masters est la même qu'on a aux ATP Finals. Est-ce que les demi-finalistes qu'on a dans le Masters 1000 parisien vont être les mêmes que dans le tournoi des maîtres? C'est pas toujours le cas. Si on remonte jusqu'à 2019, en demi-finale de Bercy, on avait Shapovalov, Djokovic, Dimitrov et Nadal. Et en demi-finale du Masters, on avait Tsitsipas, Thiem, Zverev et Federer. Donc un beau 0 sur 4 par rapport aux demi-finalistes qui étaient présents à Bercy et non pas aux ATP Finals. En 2020, c'est un peu mieux 2 sur 4. À Bercy, on avait Zverev, Medvedev, Nadal et Raonic. Et en demi du Masters, on avait Thiem, Medvedev, Djokovic et Nadal. En 2021, un 3 sur 4. Donc vraiment, ceux qui avaient pris des repères à Bercy ont performé à Turin. En demi-finale de Bercy, on avait Medvedev, Djokovic, Zverev et Jurkacz. Et en demi du Masters, Zverev, Djokovic, Medvedev et Ruud. Et en 2022, c'est un 1 sur 4, sachant qu'en demi à Bercy, on avait Rune, Auger-Aliassime, Djokovic et Tsitsipas. Et en demi du Masters, on avait Rublev, Ruud, Djokovic ainsi que Fritz. Donc là, c'est pas évident de tirer des conclusions par rapport à la forme d'un joueur au Rolex Paris Masters et aux ATP Finals. Il y en a qui vont pas forcément se donner à fond dans le dernier Masters 1000 de l'année pour préserver un petit peu d'énergie pour le dernier grand rendez-vous de la saison. Mais des fois, on remarque qu'on a des similitudes, donc à voir ce que nous réserve cette édition 2023. Avant de rentrer un petit peu plus en détail dans ces ATP Finals, est-ce que ça te dirait de générer des revenus passifs avec un moyen assez innovant? C'est justement le but de Royalties, le sponsor de cette vidéo. J'imagine que tu connais la bourse, tu investis dans des entreprises auxquelles tu crois en achetant des actions et en fonction des performances de ces dernières, tu vas améliorer tes rendements. Royalties, c'est la même chose sauf que tu n'investis pas dans des entreprises mais dans des talents. Donc tu as différents sports qui sont représentés. Là, bien évidemment, on va s'intéresser au tennis. Au niveau des talents, t'as Caro Garcia, Daniil Medvedev, Hugo Gaston, Casper Ruud et plein d'autres. Je te laisserai aller voir tout ça. Tu vas acheter un ROI qui est l'équivalent d'une action. Donc en moyenne, le ROI de départ est à 2 €. Bien évidemment, en fonction du succès du talent, ça peut être un petit peu plus élevé. Et en fait, en fonction des performances de ce joueur sur le terrain, mais également en dehors du terrain, sur les réseaux sociaux, tu vas avoir un algorithme qui va te calculer tout ça et qui va faire fructifier ton investissement initial. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que tu vas être embarqué dans l'aventure d'un des joueurs que tu suis et tu vas avoir des retombées indirectes dans ton portefeuille par rapport à ses performances. Donc ça, c'est vraiment top. Je t'invite à aller faire un tour sur le lien d'affiliation qu'on te met dans les commentaires et dans la description. Derrière, une fois que tu t'es inscrit, une fois ta première transaction réalisée, tu vas avoir accès à un bonus. Donc ce bonus, ça peut être un talent, une somme d'argent ou un cadeau.
comme des AirPods Pro. Donc un grand merci à Royalties de faire confiance à la chaîne et surtout on parle d'activité responsable étant donné que ça concerne de l'investissement, donc n'investis pas de l'argent que tu n'as pas. Ce que je te propose, c'est de faire une autopsie des 8 joueurs qualifiés pour le Masters, à commencer par Novak Djokovic. On sait que c'est un homme de record et que forcément il va vouloir dépasser Roger Federer en nombre de titres aux ATP Finals. Les deux joueurs sont à 6 au coude à coude et là Novak Djokovic a une chance d'aller à 7 et d'être le seul devant. On sait que franchement il peut le faire, il en est capable, d'autant plus par rapport à son incroyable saison où il a réalisé un 4e petit chelem, là en triomphant à l'Open d'Australie, Roland Garros ainsi que l'US Open. Il a concédé seulement 5 sets pour gagner ses 3 grands chelems, donc ça c'est très très costaud. Et ces autres années où il a fait le petit chelem, donc en 2011, 2015 et 2021, mais il avait concédé beaucoup plus de sets. En 2011, c'est 8 sets concédés sur les 3 grands chelems qu'il va remporter. En 2015, 9 et 11 en 2021, c'est là où il en a laissé le plus en route. Pourtant, moi ce qui m'a le plus impressionné par rapport à cette saison de Novak Djokovic et son moment fort que j'ai retenu, comme tu peux le voir affiché à l'écran, cette finale à Cincinnati contre Carlos Alcaraz. Pourquoi ? Parce que le Serbe venait d'être défait en finale de Wimbledon en 5-7 contre Carlitos. Donc là, on pourrait voir une transition, un passage de témoin. Et je pense que c'était important pour Novak Djokovic, pour la suite de sa saison et peut-être même la suite de sa carrière, de remettre les pendules à l'heure et de battre Carlos Alcaraz. Parce que si l'Espagnol était venu coup sur coup battre le Serbe, d'abord en Grand Chelem, puis en Masters 1000, je pense que ça aurait pu doucher un petit peu le Serbe sur cette fin de saison et qu'il n'aurait pas forcément connu les succès qu'il a connus et cette invincibilité qu'il a depuis Wimbledon. Et à l'inverse, ça aurait pu relancer Carlos Alcaraz qui, coup sur coup, aurait réalisé quand même des exploits assez monumentaux. Donc c'est pourquoi je retiens ce moment très fort avec un match dantesque, une intensité folle qui est vraiment une bénédiction pour le tennis. Après, Novak Djokovic, il m'impressionne pour plein d'autres choses dans cette saison, notamment la gestion de son calendrier, la gestion des temps forts. Dans un match où il est capable d'accélérer en fin de partie, il va pouvoir tenir, on va dire, en étant ni excellent ni mauvais avec son service. On sait qu'il a énormément progressé depuis avec Goran Ivanisevic. Il a énormément de points gratuits, ce qui lui permet de sécuriser ses engagements et en fin de set de faire la différence avec un petit break par-ci par-là. Après, voilà, on sait qu'il met une énorme pression, une énorme tension chez ses adversaires, où généralement, avant de rentrer sur le court, ses adversaires sont battus. On l'a vu avec Grigor Dimitrov qui est passé totalement à côté de sa finale du Rolex Paris Masters. On a senti le Bulgare qui n'avait plus triomphé depuis 2017 aux ATP Finals. Justement, 6 ans de disette, ça fait beaucoup et ça s'est senti dans le bras. Et c'est vraiment ça la force de Novak Djokovic, qui gagne quand même le Rolex Paris Masters sans déployer son meilleur niveau. Et c'est un peu le constat qu'on peut faire de cette année. Mais à la fin, c'est quand même lui qui gagne, donc ça franchement c'est assez impressionnant. Tous les voyages sont ouverts pour Novak Djokovic qui reste sur 18 victoires consécutives depuis sa défaite en finale à Wimbledon contre Carlos Alcaraz. Par contre, il n'a plus fait le doublé Percy Masters depuis 2015. Il l'a fait certes 3 fois coup sur coup en 2013, 2014 et 2015, mais depuis il s'est imposé en 2019 et 2021 à Bercy et une seule fois au Masters, c'était l'an dernier en 2022 où je pense que cette défaite en finale contre Holger Rune à Bercy lui avait fait le plus grand bien pour s'enlever un petit peu de la pression. Donc là, c'est un petit peu le point d'interrogation que j'ai concernant Novak Djokovic, cette capacité à enchaîner coup sur coup. On sait que c'est très compliqué à faire, il l'a fait en 2015, mais c'était déjà il y a 8 ans. Est-il en mesure de le faire ? C'est ce qu'on va voir. Ensuite, on a Alcaraz qui est victime du syndrome Nadal après un premier semestre immaculé où il a vraiment été impressionnant. Avec ce gros moment, ce temps fort pour moi, c'est son sacre à Wimbledon sur ces 2 semaines où il a été impérial au service, mais également à la relance avec cette victoire en 5-7 contre le patron Novak Djokovic. Et depuis, c'est un petit peu un crash avorté où on ne reconnaît plus forcément Carlos Alcaraz qui semble un petit peu sur les rotules, qui n'a pas coupé, qui a directement enchaîné avec la Hopman Cup et on sent vraiment qu'il est très fatigué, très émoussé. Le joueur espagnol, il enchaîne les contre-performances alors que, comme je te le disais sur le premier semestre, il avait fait une seule défaite sur dur, c'était contre Yannick Sinner à Miami. Et depuis, là, sur ce second semestre, on a l'impression que c'est devenu banal une défaite de Carlos Alcaraz, tant il n'est plus le joueur qui nous a fait vibrer sur ce premier semestre. Après, c'est tout à fait normal, je pense qu'il va devoir capitaliser sur cette saison pour apprendre à gérer son calendrier, comment digérer un titre en Grand Chelem. Certes, il a eu cette US Open 2022, mais derrière, il a été blessé et il a coupé jusqu'à février. Donc ça lui a permis de refaire du jus. Là, après Wimbledon, il a décidé de rejouer directement. Et ça, je pense que c'était une grave erreur, parce que là, on a un Alcaraz qui sert beaucoup moins bien que sur le premier semestre et surtout qui est beaucoup moins réaliste par rapport aux opportunités de break qu'il a. Comme je t'ai affiché sur l'ensemble de la saison, c'est 41% de break convertis, mais sur le premier semestre, donc jusqu'à Wimbledon, c'était 47% de break convertis. Donc c'est dire comment il a baissé. Et sur ce second semestre, Alcaraz, il n'a plus forcément sa créativité qu'il avait, ses variations avec son slice, ses amortis, ses montées au filet. Là, il cherche juste à frapper fort dans la balle. Plus ça sort, plus il va vouloir frapper fort dans la balle, comme s'il était sans solution, sans plan B. Et ses adversaires arrivent à museler un petit peu
sa créativité, ça fait peine à voir, mais je pense que l'intersaison va le faire le plus grand bien. Me concernant, j'ai très peu d'attentes envers Carlos Alcaraz pour ses ATP Finals, d'autant plus qu'il devrait faire un perfect, et Novak Djokovic ne devrait pas gagner le moindre match pour que l'Espagnol finisse l'année à la première place mondiale. Honnêtement, il y a très peu de chances que ça arrive. Je pense que Djokovic va au moins gagner un match et finir pour une 8e fois à la première place mondiale. Donc ça, franchement, chapeau à Novak Djokovic qui bat énormément de records, comme je te le disais précédemment dans sa partie. Mais voilà, Carlos Alcaraz qui va devoir apprendre de sa saison, notamment en 2024, pour ne pas refaire les mêmes erreurs et avoir une meilleure gestion de son calendrier et de ses temps forts. On passe à Medvedev, le principe de boucler la boucle, tu connais. Les traumas du Russe sont nés à l'Open d'Australie 2022. Il avait besoin de passer cette échéance pour moi, pour se relancer. Bilan des courses, une série folle de 26 matchs pour une seule défaite entre Rotterdam et Miami avec 4 titres. Franchement, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Et la consécration, ça a été sur cette fin de saison, avec cette nouvelle finale au majeur à l'US Open, en battant notamment sa bête noire Carlos Alcaraz. Et on a retrouvé vraiment un très très bon Medvedev, qui je trouve n'est pas encore au niveau de ses plus belles années, notamment au service. Par exemple, en 2023, c'est 75% de points gagnés sur sa première balle, alors qu'en 2021, c'était 78%. Et au niveau des aces qu'il fait, 9% en 2023 versus 13% en 2025. Donc un service qui était plus efficace, où il avait plus de points gratuits. Là, il a tendance à engager un peu plus l'échange et s'entraîner dans des longs rallyes. Après, le Russe, qu'on se le dise, cela reste un très bon baromètre sur dur cette saison, où il lui manque juste ce petit surplus d'agressivité. L'an dernier, en méforme, il perd 3 matchs en 3 sets. Il peut faire mal cette année aux ATP Finals. Un qui a passé un cap cette année, c'est Yannick Sinner. Fragile physiquement en 2022, il a su faire une saison pleine en décrochant son premier Masters 1000 au Canada et surtout en battant 2 fois sa bête noire Medvedev, coup sur coup. Avant Pékin, il avait mis que 3 sets en 6 matchs contre le Russe. Là, il le bat en Chine en montrant ses progrès en variation, amorti, slice. Et à Vienne, vraiment en battant Medvedev à son propre jeu du fond du court. Pour moi, c'est clair qu'il aura cœur à briller chez lui. Il adore l'indoor. Depuis qu'il a Darren Cahill et rechangé son geste au service, franchement, ça n'a rien à voir. Très très impressionnant, Yannick Sinner. À défaut d'être ultra flashy et ultra sexy, Andrei Rublev est très très stable et très régulier comme joueur. En plus, il a eu cette consécration avec son premier titre en Masters 1000 à Monte-Carlo cette saison. Après, il a quand même atteint 3 fois sur 4 les quarts en majeur. Ce que je peux retenir d'Andrei Rublev, c'est qu'il a une meilleure gestion, je trouve, de ses efforts. On sait qu'il a souvent des gros calendriers où il enchaîne semaine après semaine. Là, il arrive à avoir gardé un petit peu de jus sur cette fin de saison. Quelques progrès côté revers où il arrive d'autant plus maintenant à attaquer Londines et à casser cette diagonale. Il est bien installé, qu'on se le dise, dans le top 10. Par contre, ça va être dur pour lui d'enchaîner ces gros matchs contre des membres du top 8. Parlons un petit peu de l'amoureux de service, Stefanos Tsitsipas, qui a commencé très fort avec une finale à l'Open d'Australie avant de s'écrouler petit à petit. Mais le grec, il a l'habitude, il commence fort l'année, dû à un regain lors de la saison en indoor de la saison passée. Et après, comme il ne fait pas de vraies coupures, il joue des exhibitions, etc. En début d'année, il a toujours le rythme des repères. Mais ça, il va réussir à le maintenir jusqu'à la saison sur Terre. Et à la fin de la saison sur Terre, on va voir le grec qui va commencer un petit peu à s'épuiser, à décliner, avant d'être totalement absent de juillet à septembre. Et il se relance après de façon perpétuelle en indoor. C'est exactement ce qu'on a vu avec du mieux, je trouve, à Vienne et au Rolex Paris Masters, notamment côté revers. Il arrivait un petit peu plus à tenir la diagonale. Son slice, c'était également un petit peu mieux. Donc il peut finir fort cette saison, même si pour lui, il ne s'est imposé qu'une fois contre un membre du top 10 en 2023, c'était contre Alexander Zverev, justement à Bercy. Après, il joue souvent bien aux ATP Finals, il a quand même été titré ici en 2019. Alexander Zverev, qui est sorti en larmes, blessé à Roland-Garros 2022, revient très très fort en 2023 avec cette qualification au Masters. Franchement, chapeau à lui. Pour lui, son gros moment, ça a été cette demi-finale à Roland-Garros, justement, là où tout avait commencé. Il a réussi à revenir là. Certes, il s'incline contre Casper Ruud, mais refaire une demi en majeur si peu de temps après sa rééducation, c'est franchement très très costaud de la part de l'Allemand. Par contre, ses résultats sont un petit peu en forme de montagne russe. Une semaine, il peut faire un très beau résultat, derrière s'écrouler pendant plusieurs semaines avant de revenir. On constate qu'au niveau du service, c'est sa meilleure saison en termes de double faute, là où il en a fait le moins. Donc il a bossé également sur ça. Il connaît très bien les conditions des ATP Finals, 2 fois lauréat ici en 2018 ainsi qu'en 2021. Donc honnêtement, que ça soit Londres ou Turin, il s'y acclimate parfaitement et son jeu a tout pour briller en indoor. Et le dernier larron, c'est Holger Rune, le Danois qui va découvrir les ATP Finals. Il a été très costaud sur le premier semestre avec 2 finales en Masters 1000, Monte-Carlo et Rome, où il passe un petit peu à côté de ces événements où on va le sentir un petit peu crispé, alors qu'il aurait pu mieux faire, je trouve, dans ces finales. Et après Wimbledon, ça a été très compliqué avec 8 défaites sur 14 matchs, notamment. On voit que y a eu ses problèmes physiques. On parle du dos, qu'il s'était blessé au dos à Rome, que derrière il a traîné ça, sa maman elle en a parlé, et qu'il ne s'est pas véritablement soigné, qu'il a pris des antidouleurs, derrière ça a caché un petit peu et masqué tout ça. Mais bon, c'est compliqué pour Holger Rune, même s'il retrouve quelques couleurs sur dur indoor.
avec cette association avec Boris Becker pour justement structurer un petit peu le joueur danois qui est un diamant à polir, qui sait tout faire du fond du court, une énorme puissance, du slice, des amortis montés au filet, mais qui n'a pas vraiment de schéma de jeu bien établi pour battre son adversaire. C'est un petit peu tout foufou et je pense que 2024, il faudra qu'il arrive à faire cette transition en se posant beaucoup plus sur son jeu et en mettant en place des tactiques efficaces pour faire déjouer ses adversaires. Il a eu un très bon match au Rolex Paris Masters contre Novak Djokovic, où avant ça, il était invaincu et resté sur 8 victoires dans le dernier Masters 1000 de l'année. Le Serbe l'a fait redescendre un petit peu sur terre, mais c'était très positif quand même, je trouve, pour Holger Rune cette semaine. Il pourra capitaliser dessus aux ATP Finals, d'autant plus que par rapport à son attitude, son style de jeu, il n'a peur de personne. Il va rentrer dans l'art de chacun. Certes, des fois, il fera des mauvais choix, mais je pense qu'il peut en faire baver à plus d'un. Pour finir sur cette partie, je vais t'afficher les confrontations entre chaque joueur pour que tu vois un petit peu qui se démarque. Sans surprise, c'est bien évidemment Novak Djokovic. Au fait, nous, c'est Game Stand Talk qui on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors, si ce genre d'analyse avant tournoi te plaît, sache que c'est le cœur, l'ADN de notre chaîne YouTube. Donc, je t'invite à prendre ta raquette et faire ton meilleur smash sur le bouton pour t'abonner. Et si je t'apporte de la valeur par rapport à ce que je suis en train de dire, je t'invite à liker cette vidéo parce que nous, c'est vraiment un indicateur pour savoir ce qui te plaît le plus et derrière de pouvoir récidiver ce genre de pastilles. Si on revient au pool, d'un côté on a Djokovic, Sinner, Tsitsipas et Rune, et de l'autre Alcaraz, Medvedev, Rublev et Zverev. On n'est pas loin des poules parfaites par rapport aux différents match-ups, aux différents profils. Il aurait fallu intervertir Medvedev et Sinner pour avoir vraiment des match-ups ultra popcorn dans ces ATP Finals. Ça promet, d'autant plus qu'on aura notre premier Alcaraz-Rublev quoi qu'il arrive. Les deux joueurs ne se sont jamais rencontrés et on sait que Rublev, avec son jeu, cette agressivité constante qu'il a, il peut poser des problèmes à l'Espagnol, d'autant plus qu'il est un petit peu sur les rotules lessivé. On aura notre 6e affrontement de l'année entre Medvedev et Zverev. Voilà, à chaque fois que les deux se jouent, c'est toujours un combat qui dure des heures et des heures. Ça sera leur 18e confrontation, donc ça promet également. Et surtout, on aura le premier Djokovic-Sinner sur dur. Avant, ils se sont joués sur terre battue et gazon. Alors comment je vois les choses, Djokovic va commencer par un match qui n'est pas facile contre Holger Rune, d'autant plus qu'il aura peut-être un petit peu de pression parce qu'il doit le gagner pour être assuré de terminer l'année numéro 1 mondiale, donc un match accroché entre les deux joueurs. Si c'est comme à chaque fois au Rolex Paris Masters, ça promet. Donc je vois une victoire de Novak Djokovic en 3-7. De l'autre côté, on aura Yannick Sinner contre Stefanos Tsitsipas. On sait que le grec arrive bien à manœuvrer l'italien, d'autant plus que l'italien, même s'il a été remplaçant il y a quelques années, c'est vraiment ses premiers pas dans le Masters chez lui. Donc il aura à cœur de bien faire. Je vois un petit peu de nervosité chez lui et une victoire également en 3-7 de l'italien. Donc après, on a Yannick Sinner contre Novak Djokovic, les deux gagnants, forcément, ils s'affrontent. Et là, Djokovic peut-être un petit peu de décompression après être sûr de terminer l'année numéro 1 mondiale pour une 8e fois. Passer peut-être un petit peu à côté de son match, lâcher un petit peu d'influx. Et la première victoire de Yannick Sinner en 3-7 contre le Serbe. De l'autre côté, Tsitsipas et Rune, on sait que le Danois, dans le match-up, a l'avantage. Je vois une victoire d'Holger Rune en 2 ou 3-7 contre Stefanos Tsitsipas, où ça risque d'être compliqué, même s'il a un petit regain de forme. Et derrière, pour les derniers matchs, donc on aurait Djokovic contre Tsitsipas, ou Tsitsipas qui aimerait bien finir ce Masters, donc une défaite accrochée en 3-7 contre le Serbe, donc avec une victoire de Novak Djokovic, et Holger Rune contre Yannick Sinner. Là encore, un match très serré au couteau avec la victoire de l'Italien, ce qui fait qu'on aurait Yannick Sinner qui sortirait premier de sa poule et Novak Djokovic deuxième. De l'autre côté, on aurait d'entrée Alcaraz contre Zverev. On sait que Alcaraz, il est en dedans, mais ça sera son premier Masters. Je pense que comme Nadal, sur ses premiers matchs, il peut faire quelque chose d'assez intéressant, même si ça va être un match poussif, un match long, mais par rapport à son syndrome, qu'on a évoqué, le fait qu'il finisse sur les rotules, c'est ce premier match où il va le plus donner et où il a tout à perdre aussi. Donc je vois une victoire de Carlos Alcaraz en 3-7 contre Alexander Zverev. De l'autre côté, le duel 100% russe avec une victoire de Daniil Medvedev en 2-7 contre Andrei Rublev. Par la suite, Alcaraz contre Medvedev. Là, Alcaraz, il a tout donné dans ce premier match. Il est sur les rotules, il est cuit. Ça passe contre Zverev, mais ça passera pas contre Medvedev qui s'impose 2-7 à rien. Rublev qui lui s'impose 2-7 à 1 contre Alexander Zverev, qui très très bon niveau constant, on va dire, avec Zverev qui a un petit peu trop de haut et de bas dans son jeu. Donc derrière, on aura Alcaraz contre Rublev pour leur premier face-à-face. Par rapport au style de jeu, je vois une victoire assez sèche d'Andrei Rublev. Vraiment, Alcaraz, il n'a qu'une envie, c'est d'arrêter sa saison, de passer à l'intersaison, de couper un petit peu. Et Rublev, qui va lui envoyer des mines, qui va l'agresser en permanence, ça va vraiment faire déjouer son adversaire. Et une énième purge entre Medvedev et Zverev en 3-7 avec une victoire à la clé du russe qui ferait qu'on aurait Medvedev en 1 et Rublev en 2. Après, pour les demi-finales, on aurait donc Sinner
contre Rublev et Medvedev contre Djokovic, ce qui fait que ça serait pas mal pour Yannick Sinner, même s'il a été remplaçant et qu'il a joué un match il y a quelques années, parce qu'on sait que depuis 2010, il y a 8 joueurs qui ont atteint au moins les demi-finales à leur première participation au tournoi des maîtres: Anderson, Wawrinka, Tsitsipas, Sock, Ruud, Nishikori, Fritz et Dimitrov, et 9 si on a inclus David Goffin, qui lui aussi avait été remplaçant en 2016, il avait joué qu'un match, et après il a fait sa demi-finale lors de sa vraie participation en 2017. Par rapport à ces demi-finales, Sinner, Rublev, je vois une victoire de Yannick Sinner en 2-7, et le Medvedev-Djokovic, je vois une victoire du Russe en 3-7 dans un énorme combat encore. On sait qu'il a les armes pour faire déjouer Novak Djokovic, qui aura eu une poule assez éreintante où il aura perdu pas mal d'énergie, d'autant plus avec cette première place mondiale. Et à la fin, ça fait une finale Sinner contre Medvedev, et là mon cœur est partagé parce que Yannick Sinner, il aura eu une grosse semaine où physiquement ça aura été très compliqué pour lui, et Medvedev qui a un niveau moyen solide mais qui est loin non plus de ses belles années, je trouve, par rapport à son niveau 2021. Mais voilà, peut-être que Yannick Sinner, chez lui, qui aura la force de briller à cœur, qui restera sur 2 victoires contre Daniil Medvedev, d'autant plus avec le Russe, qui aura puisé pas mal dans ses réserves pour cette demi-finale contre Novak Djokovic. Je vois Yannick Sinner s'imposer pour décrocher son premier sacre aux ATP Finals, et derrière, pourquoi pas une très belle année 2024. Donc voilà, c'est forcément osé au niveau de mes pronostics. Je t'invite d'ailleurs à venir me troller dans quelques jours. Si Novak Djokovic s'impose aux ATP Finals, là je prends un risque, je me mouille un petit peu. C'est plus un feeling par rapport au fait de s'imposer vraiment coup sur coup à Bercy et aux ATP Finals. Je sais que Novak Djokovic a banalisé l'exploit, l'exceptionnel, mais là ça resterait quand même très très fort, d'autant plus par rapport à sa poule qui est quand même assez relevée. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires quel est ton pronostic, qui vois-tu s'imposer aux ATP Finals. D'ailleurs, je vais aller plus loin, je vais te proposer cette vidéo que chaque joueur qualifié aux ATP Finals devrait aller voir, étant donné qu'on donne les secrets pour battre Novak Djokovic.